Bonjour à tous à nouveau. Je vous propose donc de commencer, même si tout le monde n'est pas encore présent et entré donc dans la salle webinaire Serre France Brocéliande Pâques 2023. En préalable, donc pour ce qui concerne les questions et les réponses donc, qui pourront être apportées lors de cette présentation, je vous propose donc de les noter par écrit. Il y a en haut de votre fenêtre, de votre page ordinateur, un chat donc, qui s'intitule Q et R. Et donc, à partir de ce chat, vous pouvez donc saisir des questions par écrit et on essaiera d'y répondre. Donc, deux reprises. Donc, à l'issue de la séquence premier pilier, je vous propose de faire un premier niveau de réponse et puis on pourra y revenir également en fin de présentation. Voilà, donc les personnes qui ne sont pas encore connectées donc, se connecteront au fur et à mesure donc, de la présentation. Donc, je vous propose de démarrer dès maintenant cette présentation. Si la diapo veut bien avancer, voilà. Voilà, donc quand on parle de la PAC, donc on a un schéma général, une architecture générale qui permet de voir, de visualiser ici l'ensemble des éléments qui seront impactés par la réforme, et donc qui va démarrer à partir du 1er janvier 2023 et qui sera donc en œuvre sur la période 2023-2027. Le gros de la réforme concerne effectivement le premier pilier, ça représente à peu près 3/4 du budget total de la PAC. Et donc, quand on dit premier pilier, ça concerne les paiements découplés et les aides couplées d'autre part. Donc, on va d'abord voir ce sujet-là. Mais il faut aussi se souvenir que quand on parle de la PAC, le deuxième pilier, c'est ce qui s'appelle le développement rural, ou le FIDER, donc concerne également donc, la modernisation des exploitations au travers du dispositif PCEA que vous connaissez certainement. Ça concerne également la gestion des risques, et notamment l'assurance récolte. Ça concerne bien évidemment les mesures agro-environnementales et climatiques et l'ensemble du dispositif installation jeunes agriculteurs. Alors, avant de passer aux différentes règles qui vont être en œuvre donc à partir de ce 1er janvier 2023, je vous propose de voir deux éléments de contexte qui vont s'appliquer. Donc, l'avancement ne marche pas. Il y a un petit souci d'avancement de diapositive. Alors, premier élément de contexte important à prendre en compte, la notion d'agriculteur actif. Donc, pour obtenir effectivement des aides au titre de la PAC, il faudra donc être considéré comme un agriculteur actif. Pour être considéré comme un agriculteur actif, eh bien il faut être, si on est une personne physique, il faut être cotisant à Texa notamment, hein, bien évidemment être agriculteur et avoir une activité agricole, mais il faut être cotisant à Texa. Et si on est en société, eh bien, il faut effectivement que l'on ait un associé de la société qui soit également agriculteur actif ou un dirigeant de la société qui relève du régime de protection sociale, à condition que ceux ou ces dirigeants détiennent, seuls ou ensemble, au moins 40% du capital social de la société et évidemment exercent une activité agricole. Donc, on va dire l'éligibilité aux aides PAC se resserre un petit peu au travers de cette notion d'agriculteur actif. Et en particulier, donc, ça va concerner les sociétés pour lesquelles il n'y a pas de cotisant à Texa en tant qu'associé ou les exploitants individuels à partir de 67 ans, puisque à partir de 67 ans, il ne sera plus possible de cumuler les aides PAC et la retraite, quel que soit le régime confondu de retraite. Autre élément de contexte,
Autre élément de contexte, donc le système de suivi des surfaces en temps réel. Donc, c'est un dispositif que certains d'entre vous ont peut-être déjà eu à connaître et à collaborer avec l'administration. Donc, puisqu'il est en expérimentation depuis 2017 et il a été, on va dire, testé grandeur nature en 2021 et 2022 auprès de certains d'entre vous. La mise en œuvre va donc avoir lieu à partir de 2023. Il s'agit d'un système qui permet la vérification automatique des couverts des différentes activités donc sur les parcelles. Il est basé sur l'exploitation d'images satellites et également de l'interprétation de ces images et également d'une connexion à une application sur smartphone qu'on vous demande de mettre en place sur vos téléphones portables de manière à pouvoir converser avec l'administration et éventuellement prendre des photos, envoyer des photos de vos parcelles à cette administration. Cela va permettre de plus facilement travailler sur les contrôles, échanger avec l'administration, être beaucoup plus souple et limiter donc les visites de terrain. Voyons donc maintenant le premier pilier, donc l'essentiel du dispositif et celui qui génère le maximum, enfin les montants les plus importants d'aide PAC. En ce qui concerne donc ce premier pilier, l'architecture que l'on connaissait sur la période précédente, 2015-2022, reste sensiblement le même. On retrouve donc les 5 compartiments que l'on connaissait, droit, paiement de base, donc nos fameux DPB, le paiement redistributif, le paiement vert, le paiement JA et paiement couplé. On a malgré tout une modification importante, c'est la suppression du paiement vert et il est remplacé par un nouveau dispositif qui est le paiement aux éco-régimes. Et donc on va voir plus en détail chacun de ces 5 blocs au fur et à mesure donc, de cette présentation. Pour ce qui concerne l'aide de base aux revenus, il consiste en fait en la transformation des DPB. Nos DPB que l'on connaît aujourd'hui vont être transformés. Le portefeuille va générer un nouveau portefeuille de DPB qui seront au passage revalorisés. Pour ce qui concerne les autres règles, donc il faudra toujours avoir 1 hectare admissible pour activer un DPB. On aura toujours une remontée en réserve dès lors qu'on a 2 années de suite sans activation. Et ce qui est prévu également, donc c'est une convergence des DPB en 2 temps. On va voir un exemple après, un premier temps 2023 et 2025, de manière à ce que les DPB convergent donc vers une moyenne, vers la moyenne, et donc qu'il y ait une moindre diversité des montants de DPB. Autre aspect nouveau, c'est que les transferts, bien évidemment, seront possibles d'une exploitation à l'autre et il n'y aura plus de prélèvements prévus, même si on est en situation de transfert sans foncier. Et enfin, donc, le dispositif des réserves, donc à destination des JA et des nouveaux installés, donc, est maintenu. Voilà. Pour ce qui concerne la convergence, hein, donc, on va avoir, on va dire, une moindre dispersion des valeurs faciales de DPB en 2 étapes. Première étape en 2023 avec un plafonnement de l'ensemble des DPB de très haute valeur, on va dire, donc, qui seront plafonnés à 1 350 €. Et à partir de 2025, donc, on aura un deuxième plafonnement à 1 000 €, puis une baisse de la moitié de l'écart à la moyenne. Donc, un DPB moyen aujourd'hui, c'est 114 €. Donc, tous les DPB qui aujourd'hui, que vous connaissez aujourd'hui avec une valeur faciale au-delà de 114 €, donc verront leur valeur diminuer en 2025. Et tous les DPB qui sont en dessous de 114 € donc, vont remonter à partir de 2025. Vous avez un exemple ici, à partir d'un DPB qui aujourd'hui a une valeur faciale de 150 €. Il sera d'abord revalorisé à 167 en 2023, puis ensuite il va subir la convergence donc à 147 € à partir de 2025. En parallèle, donc les DPB qui sont inférieurs aujourd'hui à 114 € suivront une évolution parallèle, donc, mais à la hausse.
Deuxième bloc d'aide, donc le paiement redistributif, que vous connaissez déjà avec une surprime donc, pour les 52 premiers hectares qui conservent donc un complément d'aide à hauteur de 50 € à peu près. Hein, et donc, on a la poursuite de ce dispositif en l'état tel que vous le connaissez depuis maintenant quelques années, avec bien évidemment l'application toujours de la transparence GAEC pour ce paiement redistributif. Pour ce qui concerne le complément GIA, là, il y a une évolution qui est relativement importante. Hein. Bien évidemment, l'aide complémentaire aux revenus pour les GIA continue, mais elle va changer de nature. On avait jusqu'à présent une aide à l'hectare. On va avoir maintenant une aide forfaitaire à hauteur d'environ 4 500 € par jeune. Alors, à signaler qu'il y aura une continuité qui sera assurée pour les JA qui émargeaient à ce dispositif au titre de la PAC jusqu'en 2022. S'ils n'ont pas obtenu 5 fois ce montant, eh bien, le complément JA va donc se poursuivre pour que chaque JA puisse percevoir ce complément pendant au moins 5 ans. Et enfin, signalons qu'il y a une application partielle de la transparence GAEC, hein, puisque si nous avons 2 jeunes dans un GAEC, on pourra cumuler deux compléments JA, mais dans la limite de 5 ans pour chaque structure sociétaire. Donc, pour ce qui concerne les exploitations qui ont ou qui vont avoir un jeune agriculteur en 2023, je pense que c'est intéressant de faire un peu un point de l'état d'avancement donc du paiement de ce complément JA avant d'aborder cette nouvelle PAC en 2023. Alors, le troisième volet concerne les éco-régimes. Donc, l'éco-régime est un dispositif nouveau pour obtenir donc des montants d'aide qui seront de 2 niveaux. Un premier niveau qui est un niveau dit standard qui pourra proposer donc un montant d'aide de 55 à 60 € par hectare admissible, et puis un niveau supérieur qui va donc proposer un montant d'aide entre 75 et 80 € par hectare. Alors, pour obtenir ces aides, eh bien, on a 3 voies d'accès possibles. La voie des pratiques agricoles, la voie de la certification et la voie des infrastructures agroécologiques. Pour ce qui concerne donc la voie des pratiques agricoles, on va regarder 3 catégories de surface. Les terres arables d'une part, donc ce sont les terres qui sont régulièrement cultivées, y compris les prairies temporaires de moins de 5 ans. Le bloc des prairies permanentes, donc les prairies de plus de 5 ans, et le bloc des cultures permanentes. Pour ce qui concerne donc pour chacune des catégories, il faut respecter un certain nombre de règles, des règles de diversité pour les terres arables, des règles de non-labour pour les prairies permanentes et des règles de culture, de couvert enherbé sur les interrangs pour les cultures permanentes. Et donc, en fonction du respect de ces règles, hein, donc 4 points pour la diversité, on a un niveau standard, 5 points pour la diversité, on est au niveau supérieur. De la même façon, donc pour les prairies permanentes, donc il faut un non-labour de 10% ou entre 10 et 20% pour obtenir le niveau supérieur au niveau standard. Pour ce qui concerne la voie d'accès de la certification, donc là, la réglementation va s'appuyer sur une certification qui est soit une certification HVE, haute valeur environnementale, ou la certification bio. Et donc, on a deux niveaux en fait d'analyse également. Hein, donc, une certification environnementale qui est indiquée CE2+, qui va nous permettre d'atteindre le niveau standard, et puis le niveau HVE niveau 3, ou le bio, qui va nous permettre d'atteindre les niveaux supérieurs. On va y revenir tout à l'heure.
Et enfin, les infrastructures agroécologiques, où là, on va observer l'importance de la détention d'infrastructures agroécologiques sur l'exploitation par rapport à une surface de terre arable ou par rapport à une surface SAU totale. Et donc, en fonction du taux qui est atteint, on va pouvoir valider soit le niveau standard, soit le niveau supérieur par cette voie des infrastructures écologiques. Et donc, chacun d'entre vous devra se positionner au moment de la déclaration PAC 2023 et il faudra choisir entre une de ces trois voies sans possibilité de retour. Hein. Donc, il faut bien faire le point de la voie que l'on va pratiquer, qu'on va utiliser pour obtenir un montant d'éco-régime qui est conséquent, hein, qui est important, qui va être important de viser si on ne veut pas avoir de pertes importantes d'aide. Alors, si on revient sur le non-labour des prairies permanentes, le dispositif est construit de la manière suivante. On va regarder les surfaces qui sont labourées sur une période du 1er septembre au 31 août. Donc pour 2023, on va regarder, observer les labours de prairies entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023. Et donc, on va regarder quel type de culture. On va regarder les cultures qui ont été déclarées en prairie permanente en 2023. Donc, on va faire l'inventaire de toutes les parcelles qui sont en prairie permanente, donc les prairies de plus de 6 ans en 2023. Et on va regarder parmi celles-là, celles qui ont donné lieu à un retournement de prairie pour resemencer de l'herbe. Donc, c'est a priori une pratique qui n'est pas forcément très répandue, mais si certains d'entre vous envisageaient de refaire des prairies après prairies qui sont déclarées parmi les prairies permanentes, eh bien, il faut savoir que ça peut être nuisible pour l'obtention donc des écorégimes par la voie des pratiques agricoles. Alors pour ce qui concerne les terres arables, donc on a vu qu'il s'agissait d'une mesure de diversité des cultures. Et donc vous avez un tableau ici qui vous est projeté, qui vous donne la possibilité d'obtenir des points. Je rappelle qu'il faut obtenir au final 4 ou 5 points, et dans le meilleur des cas, 5 points pour obtenir un écorégime maximal. Donc, on a parmi les terres arables donc les catégories suivantes, hein, donc prairies temporaires et jachères, les plantes fixatrices d'azote, les céréales, hiver et printemps, les plantes sarclées, les oléagineux, hiver et printemps, et les autres cultures. Voilà, et en fonction du pourcentage de ces surfaces, en fonction des terres arables, on obtient 1, 2 ou 3 points, voire 4 points pour les exploitations pour lesquelles on a des prairies temporaires et jachères supérieures à 50% des terres arables. À signaler qu'on a également, à signaler qu'on a également un bonus de 2 points pour les surfaces de terres arables inférieures à 10 hectares et un bonus de 1, 2 ou 3 points pour les surfaces, pour les exploitations qui ont des surfaces en prairie permanente importantes. Un exemple de situation qui peut poser problème. Donc, c'est l'exemple d'exploitations qui ont un assolement simplifié. Hein. Donc là, en l'occurrence, un assolement de type maïs, blé et orge d'hiver. Ben, dans ce cas-là, on a bien une culture de printemps qui est le maïs et deux cultures d'hiver qui s'additionnent, le blé et l'orge, ce qui fait que ça nous donne que 2 points. Et donc, dans ce cas-là, dans le cas d'assolement très simplifié, eh bien, on n'a pas accès aux éco-régimes, ou alors il faut rechercher une solution pour faire évoluer cet assolement et récupérer 2 autres points en implantant d'autres catégories de cultures. Un autre exemple qui concerne les productions d'élevage, donc avec un exemple en production laitière relativement intensive, où effectivement, à partir de 76 hectares de SCU, nous avons 21 hectares de prairies, 5 hectares de prairies permanentes, 44 hectares de maïs, 6 hectares de céréales. Donc on se retrouve avec des taux de maïs relativement importants, des taux d'herbe autour de 34% sur les SAU. Et donc ce type
d'assolement ne permet pas d'obtenir l'éco-régime, puisqu'on reste bloqué à 3 points. Donc, signalons que pour l'essentiel, donc les exploitations laitières ou bovines ont dans l'ensemble, à minima, une certaine facilité à atteindre le niveau 4 points et éventuellement ont déjà un niveau 5 points pour bon nombre d'entre elles. Donc, il est important pour chacun d'entre vous donc, de faire le point sur les points que vous avez obtenus, parce qu'on voit bien que dans le graphique de gauche que l'impact sur le montant des aides est quand même très conséquent. Hein, donc, à partir de la situation initiale, 21 500 € perçus en 2022, vous voyez que sans éco-régime, on retombe à 15 000, et avec l'éco-régime, on remonte à 21 500, 600. Donc il y a vraiment un gap et un intérêt à bien vérifier l'atteinte de la diversité de l'assolement sur les terres arables pour obtenir les aides à l'éco-régime. Pour ce qui concerne la voie de la certification, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'utilisation de la certification HVE et le respect des cahiers des charges bio. Donc pour ce qui concerne l'éco-régime standard, donc il faut être de niveau 2 au niveau de la certification HVE 2022, donc la nouvelle certification HVE, plus le respect d'une des obligations suivantes, donc au moins 10 points dans l'un des 4 indicateurs HVE, ou une certaine exigence en matière d'agriculture de précision et de recyclage des déchets d'exploitation. Pour atteindre l'éco-régime supérieur, donc il faut cette fois-ci respecter le critère de niveau 3, hein, c'est-à-dire que autant sur le CE2+, on était sur une obligation de moyens. Pour ce qui concerne le niveau 3, on est sur une obligation de résultat et donc d'atteinte de la satisfaction d'un certain nombre de critères à étudier, donc par le biais de la voie AHVE. Et donc c'est le fait d'avoir cette certification va nous permettre donc d'obtenir l'éco-régime de niveau supérieur. Enfin, pour les producteurs qui sont en production bio, et alors soit en certifié AB ou en conversion, c'est-à-dire qui, sur l'ensemble de leur surface agricole, respectent le cahier des charges AB, eh bien, on aura la possibilité d'obtenir, bien sûr, l'éco-régime supérieur et on a en plus un bonus de 30 € hein, qui nous permet d'atteindre un éco-régime à hauteur de 105-110 € de l'hectare. Signaler qu'il faut qu'il y ait au moins une parcelle qui ne soit pas engagée en MAEC, CAB ou MAP. Pour ce qui concerne la voie des infrastructures agroécologiques, donc il faut effectivement atteindre un certain niveau de présence de ces infrastructures sur les surfaces en SAU, donc sur la surface totale, et également sur les terres arables. Donc le premier niveau concerne donc 7 à 10% d'infrastructures sur la SAU et plus de 4% sur les terres arables. Et le niveau 2, donc le niveau supérieur, exige donc plus de 10% d'infrastructures agroécologiques sur la SAU et plus de 4% sur les terres arables. Donc on a ici deux exemples. Hein, pour 100 hectares de SAU, par exemple, pour atteindre le niveau 2, il nous faut 5 km de haies, dont 1,6 km sur les terres arables, soit 50 mètres de haies par hectare. Alors, quelles sont ces infrastructures agroécologiques? On va retrouver ici ce qu'on connaissait au niveau du paiement vert, hein, que l'on appelait les SIE. Donc, ce sont les mêmes dispositifs, les mêmes éléments. À signaler qu'il y a une petite évolution dans la prise en compte des haies, hein, pour lesquelles le coefficient de conversion en surface a été doublé. Puisque le principe, c'est effectivement de mesurer soit des mètres linéaires d'éléments, hein, de haies, d'arbres alignés ou de fossés, par exemple, et de multiplier par un coefficient d'équivalence de surface. Alors, par rapport à ces éco-régimes, je pense qu'il est important de faire le point, parce que c'est un nouveau dispositif pour lequel on n'a pour l'instant pas analysé les exploitations et chacun va devoir choisir donc en mai 2023 la voie qu'il va préférer. Donc pour ça, je pense qu'il est
important dès maintenant de se situer, hein, donc de calculer son nombre de points par rapport à l'assolement que l'on a prévu sur la campagne 2022-2023. Mesurer peut-être aussi le pourcentage d'infrastructures agroécologiques présentes sur son exploitation. Et en fonction de cette première situation, de cette analyse de votre situation, eh bien de commencer à choisir donc la voie que vous allez préférer et peut-être adapter, compléter les surfaces en infrastructure agroécologique ou peut-être envisager quelques petites évolutions au niveau de la mise en place des cultures de printemps de manière à ce que l'on puisse rentrer dans un niveau d'éco-régime, donc soit de niveau 1 ou soit de niveau 2. Voilà, et puis faire un peu une analyse complémentaire également sur les haies, hein, puisque à partir du moment où on va avoir plus de 7% de haies sur la surface agricole utile, on peut atteindre une aide de 7 euros de l'hectare de bonus haies. Donc, faire le point des haies et de mesurer précisément les haies connues sur l'exploitation, donc présentes sur l'exploitation, peut être une bonne chose pour anticiper la déclaration PAC 2023. Alors voilà pour les paiements découplés. Le dernier aspect, en fait, pour ce qui concerne donc les aides directes du premier pilier, concerne effectivement les aides couplées. Les aides couplées végétales et animales. Commençons par les aides couplées végétales. Donc, elles sont assez semblables à ce qu'on connaissait par le passé. On a pourtant une nouvelle aide, hein, qui va être réservée aux producteurs de légumes et de petits fruits rouges qui sont détenteurs de surface entre 1,5 hectare et 3 hectares, hein, pour lesquels on a un montant forfaitaire de 1 600 euros d'aide couplée de prévu. Par contre, pour ce qui concerne les aides aux légumineuses et aux protéagineux, donc on va retrouver deux types d'aides qui viennent dans la lignée de ce que l'on avait précédemment. Donc, une aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou pour la production de semences, donc à hauteur d'environ 100 euros l'hectare. Pour les protéagineux, donc les légumineuses fourragères pures à la désy ou fourragères destinées à la production de semences. Et une deuxième aide couplée donc aux légumineuses fourragères cette fois-ci, donc destinée à la production de fourrage, donc à hauteur de 150 euros à peu près, donc qui concerne les cultures que l'on connaissait jusqu'à présent également, donc luzerne, trèfle, sainfoin, etc. Ces cultures concernent effectivement des légumineuses seules ou des légumineuses en mélange, avec à minima 50% de légumineuses par rapport au moment de l'implantation, par rapport à ce qui est semé. Donc, des mélanges qui peuvent être des mélanges avec des céréales ou des graminées. À préciser que pour ce qui concerne les mélanges légumineuses graminées, elles ne seront éligibles que la première année du semis. Et enfin, donc, on va retrouver également l'ensemble des autres aides couplées végétales qui sont maintenues. Sur notre région, on en avait relativement peu d'utilisées. Certains producteurs avaient le chanvre, par exemple, qui sont donc toutes ces aides sont maintenues. Si on couple les points obtenus par le biais des écorégimes et ces montants d'aide couplés, bien l'intérêt des protéagineux et des légumineuses est renforcé en matière de possibilité d'obtention d'aide, hein, donc il peut être intéressant de revisiter, je dirais, l'intérêt de ces cultures dans vos assolements. En ce qui concerne les aides couplées animales, donc pour les aides ovines et caprines, on a le dispositif antérieur qui est maintenu quasiment à l'identique. Par contre, on a une évolution à noter forte sur les aides bovines, avec deux types d'aides, donc des aides qui vont être fléchées donc, sur des UGB que l'on nomme à prix fort. Donc, ce sont des UGB de type viande. Ça va concerner les mâles viande ou laitiers, donc dans la limite d'un nombre de mères présents sur l'exploitation, d'un nombre de femelles présents sur l'exploitation.
Et ça va viser également les femelles viande ou croisées viande dans la limite de 2 fois le nombre de veaux sevrés de race à viande sur une période de 15 mois. Donc ces deux types d'animaux vont recevoir un montant d'aide à hauteur de 110 € par UGB. En complément, donc, il va y avoir la possibilité d'obtenir des aides pour des animaux au-delà donc, de ces plafonds qui sont donnés pour les animaux de viande et pour les femelles de race laitière, c'est-à-dire pour les vaches laitières et les génisses. Donc un montant qui, lui, va être à hauteur de 60 € par UGB, c'est-à-dire une certaine revalorisation, puisqu'on était habitué pour l'ABL à un niveau de 40 € par UGB. À signaler donc également qu'il y a des plafonnements qui sont opérés donc, sur ces possibilités d'obtention d'aide. Un premier plafond à 120 UGB, un plafond de chargement à 1,4 fois la surface fourragère, donc y compris le maïs et le bétail, et une garantie minimale de 40 UGB primables et un plafond d'UGB, puisqu'on a aussi un plafond pour les UGB faibles à 40 UGB, avec application de la transparence GAEC à chaque fois. Vous voyez qu'on va passer donc d'un dispositif où on aidait uniquement les vaches laitières et les vaches allaitantes à un dispositif où on va aider l'ensemble des types d'animaux avec des plafonnements qui sont différents de ce qu'ils étaient préalablement. Et donc, on a potentiellement de fortes variations d'aide possibles en fonction de la structure de votre cheptel. Alors, un autre aspect également en termes d'évolution, c'est qu'il va falloir se fixer par rapport à une date de référence. C'est-à-dire que la date à laquelle vous allez appliquer, vous allez déposer votre déclaration d'aide couplée bovine va déclencher, va identifier en fait une date de référence. Cette date de référence correspond à la date de déclaration plus 6 mois. Donc, c'est cette date-là qu'il faudra optimiser de manière à avoir un maximum d'aide par rapport aux règles que je viens d'expliquer. Et donc, à partir de cette date de référence, eh bien, c'est elle qui va déterminer les animaux qui vont pouvoir être éligibles. Donc, on va regarder à la date de la référence le nombre d'animaux de 16 mois, de plus de 16 mois présents depuis plus de 6 mois sur l'exploitation, et donc correspondant au profil des UGB qui ont été précisés précédemment. Et on va regarder également l'ensemble des animaux de plus de 6 mois qui ont été vendus sur la période, entre deux périodes de référence. Donc, on va regarder la période de référence 2023 par rapport à la période de référence 2022, et on va compter les animaux vendus durant cette période et qui n'étaient pas éligibles au moment de la date de référence 2022. Donc, pour ceux qui vont commencer leur déclaration PAC en janvier, par exemple, mais il faudra s'assurer qu'on est à l'optimum en fait, du nombre d'animaux, du nombre d'UGB par rapport à la date de fin de PDO de 2022. Donc, en fonction donc, de cette date, eh bien, on peut avoir donc, des variations sensibles, en particulier pour ceux qui n'atteignent pas les plafonds. À partir du moment où on est potentiellement sous les plafonds, ben, il est important d'optimiser le nombre d'animaux qui vont pouvoir être pris en compte par l'administration. Ça va être aussi en fonction des dates de vente des reproducteurs ou des dates de vélage notamment, qui vont générer donc des sorties de reproducteurs. Et donc, comme on regarde à une date donnée le nombre d'animaux présents éligibles, bien, il faut optimiser, maximiser, on va dire, le nombre d'animaux présents à la date de référence. Et enfin, il peut y avoir des fortes variations en présence de l'eau en engraissement selon les dates d'entrée et de sortie de ces animaux. Et du coup, je pense qu'il peut être important donc, de bien qualifier la date optimale pour réaliser sa déclaration d'aide bovine. Donc, il pourra être fait donc, sur janvier jusqu'au 15 mai, et de voir effectivement quel impact ça peut avoir au niveau de vos aides sur l'exploitation, et peut-être aussi voir quelques adaptations possibles dans l'élevage, puisqu'on voit bien que jusqu'à présent, on aidait des vaches, et maintenant, on aide des animaux, y compris des animaux d'élevage. Et donc, ça a effectivement
peut inciter, notamment, ça peut inciter à augmenter un peu les lots en engraissement pour obtenir un peu plus d'animaux en prime. Voilà, donc je vous propose éventuellement quelques questions, si on a quelques questions. Je veux bien. Pas de questions. Si, elles sont là. Ne s'affiche pas. J'ai mis ça là. Non, c'est là. Ah. Alors pour la proportion, pour les mélanges légumineux, hop là, ça saute, pardon. Pardon, excusez-moi, ça a sauté. Alors, la première question, est-ce que la voie pour l'éco-régime doit être choisie pour les 5 années à partir de 2023? Non, a priori, on a la possibilité effectivement de réviser l'option choisie chaque année. Donc, ça permet de s'adapter chaque année. On va dire, on peut peut-être commencer par une voie qui est la voie des pratiques, qui est peut-être la plus facile à mettre en œuvre, le temps de choisir une autre voie, c'est-à-dire par exemple de planter des haies ou de viser une certaine certification de passage en bio. Pour les mélanges céréales légumineuses, est-ce que la proportion est calculée sur le poids de semence ou le nombre de grains? Alors, de ce que j'en sais de ce qui a été publié, on est normalement sur un nombre de grains présents dans le mélange, c'est-à-dire que on doit pouvoir constater sur le terrain la proportion de plantes sur la surface, hein, sur la parcelle. Alors, pour pouvoir toucher les aides bovines, y a-t-il un plancher minimal pour le nombre d'UGB viande présent sur la ferme? C'est une très bonne question. Dans l'ancien dispositif, on avait effectivement un nombre plancher minimal, mais qui était relativement faible. Je n'ai pas vu de communication là-dessus. J'imagine qu'on doit avoir un minimum malgré tout, mais je n'en sais rien. Alors, les aides UGB bovines est-elle versée si achat de broutard à 8 mois et gardé jusqu'à 48 mois? Pas de mère sur l'exploitation. Merci. Alors, en fonction des animaux, effectivement, on va pouvoir acheter des animaux et obtenir une aide s'ils respectent effectivement la règle d'âge, donc de plus de 16 mois, et la présence de plus de 6 mois, ce qui pourrait être le cas pour des broutards. Cependant, à partir du moment où on n'aura pas de femelles sur l'exploitation, ils vont être considérés comme des UGB faibles, hein, et donc limités, plafonnés à 40 UGB. Alors, pour ce qui concerne donc en arboriculture bio, quelle option? Alors, j'imagine que c'est pour les éco-régimes. Donc, à partir du moment où on est en bio, l'option pour les éco-régimes va être relativement simple si effectivement on est en bio, puisqu'on accède directement à l'éco-régime supérieur. La question qui peut se poser, c'est effectivement si on est en agriculture bio partielle, c'est-à-dire que si la totalité des surfaces ne sont pas en bio, imaginons qu'on ait de l'arboriculture en bio et d'autres cultures qui ne seraient pas bio, là, pour le coup, il faudrait choisir une autre voie, et en particulier notamment la voie de la diversité pour pouvoir accéder aux éco-régimes. Alors, dans l'engagement bio, une parcelle ne doit pas être certifiée bio. C'est pas tout à fait ça. Donc, quand on choisit la voie de la certification pour les éco-régimes, il faut que la totalité des surfaces soit en bio. Cependant, il faut aussi qu'il n'y ait pas une superposition complète sur l'ensemble de la SAU de l'éco-régime bio et d'un engagement en MAE
qui soit un engagement de type CAB ou MAB. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que votre surface agricole soit totalement en bio et que parallèlement, si vous avez un engagement en MAE, CAB ou MAB, il reste une parcelle qui ne soit pas engagée en CAB ou MAB. Alors, une question également sur l'obligation d'avoir un smartphone pour l'obtention des aides. Alors, pour l'obtention des aides, non. Pour rentrer dans le dispositif du 3STR, c'est nécessaire d'avoir l'application. Maintenant, pour les quelques exploitants qui n'auraient pas effectivement de smartphone, ben, peut-être qu'il y aura une adaptation de l'administration. Pour l'instant, on n'a pas eu de communication sur cet aspect-là. J'espère ne pas en oublier. Alors, en élevage de bovins femelles sans vélage, donc sans naissage, est-il possible d'avoir d'avoir des aides bovines? Elles seront forcément plafonnées, là encore. Elles seront plafonnées, là aussi, parce qu'effectivement, les vaches ne pourront être validées que si effectivement il y a des naissances, ou sinon on va rebasculer sur le dispositif des UGB faibles. Est-ce que l'application monitoring va être téléchargeable? Oui, elle est téléchargeable Elle sera téléchargeable, elle est déjà téléchargeable d'ailleurs sur les smartphones. Alors, pour ce qui concerne les mélanges, est-ce qu'on doit fournir des factures? Alors, c'est plus facile quand on a effectivement des factures, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. À ma connaissance, on doit pouvoir faire le constat sur le terrain que l'on a bien un mélange majoritairement en protéagineux ou en légumineuses. Bon, quelques questions. Éco-régime bio, on perd 4 à 500 euros de l'hectare. Je ne comprends pas bien la question. Que signifie pas de prélèvement sur les transferts de DPB? Eh ben, tout simplement, c'est que si on veut faire des transferts de DPB entre deux producteurs et sans qu'il y ait un transfert de terre, ben, ce sera impossible en 2023 et il n'y a pas de prélèvement sur la valeur des DPB. Hein, donc on transfère la totalité du DPB avec sa valeur faciale initiale. Il n'y a plus de vérification du transfert parallèle des fonciers avec les DPB. Pour ce qui concerne le label rouge, il n'y a pas de lien avec les éco-régimes. Et pour ce qui concerne donc les ventes de Genisse en septembre, alors tout dépend de votre fin de période de détention obligatoire en 2022, hein, puisque la période de référence au titre de 2022 correspond à la fin de période de détention obligatoire des animaux, c'est-à-dire date de déclaration plus 1, plus 6 mois. Donc, vous prenez votre date de déclaration 2022, vous ajoutez 6 mois et ça vous donne votre démarrage de période sur lesquelles vont pouvoir être validés les animaux qui sont vendus. Et enfin, une dernière sur les prairies permanentes. Je ne déclare que des prairies permanentes et temporaires sur mon exploitation. À quel régime puis-je prétendre? Alors, on a normalement sur votre exploitation, de ce fait-là, vous allez pouvoir cumuler des points au titre du bonus prairie permanente et des points au titre des prairies temporaires. Donc, je pense que vous devriez atteindre un certain niveau d'éco-régime assez facilement. Donc ça, il faudrait le vérifier à partir de votre assolement, mais je pense que ça devrait passer. Voilà, je vous propose de passer, donc, puisque j'ai éclusé la totalité des questions, et puis s'il y en a d'autres, on pourra les reprendre en fin de présentation. Donc, pour ce qui concerne le deuxième pilier, qui est le volet important, un volet important également, donc c'est un dispositif qui est en cours de finalisation.
Nous avons des porteurs de ce qu'on appelle des porteurs de projets PAEC, donc plan agro-environnemental et climatique. Hein, donc des porteurs de PAEC, on va voir qui ils sont par la suite, donc qui ont tous déposé leur dossier de candidature auprès de la DRAF, donc au 30 septembre 2022. Ceci déclenche en fait un dépôt de demande d'aide de leur part, hein, donc d'aide pour l'animation et les diagnostics qui seront nécessaires. Ce qui veut dire que actuellement l'administration régionale, donc la DRAF, est en train d'analyser en fait ces dossiers et ils seront validés a priori lors de la CREC donc de décembre. Nous avons donc à l'issue de cette validation, une séquence d'animation qui pourra être proposée au niveau des agriculteurs et surtout, ce qui va être important pour vous qui serez concernés par des engagements en type de MAE, c'est la réalisation des diagnostics, donc qui pourra commencer assez rapidement, hein, donc, puisqu'on pourra réaliser des diagnostics dès début 2023 a priori. Savoir que la déclaration des engagements en ME pourra se faire donc comme par le passé en même temps que la déclaration PAC surface. Voilà, donc c'est un dispositif qui va être important à surveiller, en particulier pour tous ceux qui avaient des MAE à renouveler, puisqu'on a parmi vous donc beaucoup de producteurs qui avaient des MAE qui étaient devenus annualisés, hein, et donc qui devront renouveler leur demande d'engagement dans le cadre de la nouvelle PAC 2023. Pour ce qui sont donc les opérateurs territoriaux de PAEC, ben, ce sont comme par le passé des unités de bassin versant. Mais je vous invite à regarder la cartographie qui est là et de vous intéresser à savoir quels sont les opérateurs qui sont sur votre territoire, puisqu'ils ont quand même particulièrement évolué, notamment sur la partie Ille-et-Vilaine, par exemple. Il y a eu des fusions importantes de BV, hein, donc avec la reprise d'unités de gestion ouest et est par un seul et même organisme, qui est le même d'ailleurs que pour l'unité de gestion Vilaine-Naval pour la partie sud-est Morbihan. Voilà, donc ces opérateurs-là vont, en fonction du territoire où vous vous situez, donc il y a des opérateurs qui ont déposé un dossier et qui donc pourront être le support des MAE qui seront proposés sur votre territoire. À signaler que sur la partie ouest Morbihan, donc il y a une partie qui reste blanche, hein, où on n'a a priori pas de porteurs de PAEC qui se sont manifestés. Et donc il pourrait y avoir des possibilités d'engagement de MAE sur un certain nombre de MAE avec un pilotage par la chambre régionale et non pas par un opérateur de PAEC. Alors, les montants affectés donc, à ces MEEC donc, sont à hauteur de 260 millions d'euros en moyenne annuelle. Ils vont permettre de financer donc, des MAE qui sont de type surfacique, hein, donc à l'hectare, et des MAE, on va dire, forfaitaires, soit à l'unité, soit à l'exploitation, soit à une unité hors surface. Et donc, on va trouver des MAE surfaciques de type système ou localisés sur telle ou telle parcelle. Dans tous les cas, on va revenir sur des contrats de 5 ans avec des MAE qui ont des niveaux d'engagement différents et donc avec des montants d'aide qui seront différents en fonction de la complexité, de l'ambition qui est derrière cette MAE au niveau du cahier des charges. La nouveauté qui va arriver rapidement, c'est l'obligation d'avoir un diagnostic initial, hein, donc à la souscription, disons, lors de la première année d'engagement, et au plus tard, donc le 15 septembre 2023, pour ceux qui feraient un premier engagement dans les nouvelles MAE en 2023. Voilà, et puis également à signaler une formation à suivre dans les 2 premiers engagements. Première année d'engagement,
donc une formation qui dépendra du type de MAE qui a été souscrit. Signaler que on va retrouver donc des MAE qui sont à enjeu haut, hein, donc qui concernent des territoires pour lesquels il y a une volonté d'avoir des actions fortes sur la qualité de l'eau, avec une priorité 1 qui ne va pas nous concerner, donc pour l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, puisqu'il s'agit des bassins versants dits algues vertes. Par contre, on peut être concerné par des zones en priorité 2, donc celles qui sont bleues ici, ou en priorité 3, donc le reste du territoire qui est en jaune, marron sur sur la carte qui est projetée actuellement. Donc en fonction de ce niveau de priorité, on va avoir des propositions en termes de MAE qui peuvent être différentes. Alors, pour la majeure partie, enfin le gros du paquet des MAE qui avaient été souscrites dans le dispositif précédent, donc 2015-2022, on était surtout sur des MAE de type système herbagé. C'est là-dessus qui était flashé, c'est ce type de MAE qui était flashé le maximum d'aide, hein, et qui consommait le maximum d'enveloppes MAE régionales. On va retrouver ces dispositifs de MAE système avec à nouveau 3 niveaux, un niveau inférieur, intermédiaire et supérieur, et avec donc des taux d'herbe sur SAU et des taux de maïs qui évoluent sensiblement. Alors, en ce qui concerne le niveau MAE système herbagé inférieur, donc il n'est ouvert a priori, en tout cas en 2023, il devrait être ouvert que uniquement pour les bassins algues vertes, donc il ne sera pas possible pour nous d'y accéder. Par contre, il est possible d'aller viser soit le niveau intermédiaire, soit le niveau supérieur, avec des contraintes qui se resserrent malgré tout. Et donc, pour ceux qui étaient engagés en MAE système jusqu'à présent, je pense qu'il est important de refaire un point sur ce nouveau cahier des charges pour voir effectivement si on va pouvoir à nouveau ressouscrire ce type de MAE, puisque vous voyez que les taux d'herbe sur SAU augmentent à minima 5%. On a aussi un taux de chargement maximal qui est introduit à 1,8 et un taux minimal de prairie permanente à 10% qui est introduit également. Donc, effectivement, c'est important, hein, ça vaut le coup de regarder où vous vous situez et quel niveau vous allez pouvoir éventuellement engager pour une nouvelle campagne, enfin pour une nouvelle séquence de 5 années, avec des plafonds qui bougent de 8 à 12 000 euros par exploitation. Voilà. Pour ce qui concerne les MAE de type surface, à signaler qu'il y a 2 types d'exploitation, hein, donc les exploitations qui possèdent moins de 10 UGB ruminants et les autres, on va dire. Et donc, en fonction du type d'exploitation dans lequel vous êtes, vous allez pouvoir accéder à tel ou tel type de MAE, hein, sachant que là, on va flécher aussi en fonction du territoire, hein. Donc, si vous prenez les 2 dernières colonnes, en fonction du territoire que l'on a vu tout à l'heure, bleu ou orange, eh bien, vous allez pouvoir accéder à des MAE de manière plus importante. Donc, signaler qu'on peut avoir dans tous les secteurs donc, des MAE de type réduction herbicide et couverture de sol, ou des MAE gestion de fertilisation et réduction de pesticides. Et ensuite, on peut avoir plusieurs niveaux d'engagement. Et dans les territoires qui étaient bleus tout à l'heure, priorité 2, une plus grande diversité de MAE qui va pouvoir être proposée, dont on n'a pas le temps aujourd'hui d'étudier le catalogue. Et je pense qu'il est préférable, si vous êtes intéressé par ce type de MAE, de contacter assez rapidement le porteur de PAEC ou le conseiller environnement de votre région, de votre agence Air France, de manière à faire un petit peu un premier point. Pour ce qui concerne la biodiversité, là encore, on va avoir un catalogue assez important de MAE qui est proposé. Des MAE qui sont soit enjeux régional, soit enjeux spécifiques. Et ils vont porter donc sur des actions de gestion de zones humides, d'entretien de haies, de protection d'espèces animales ou de maintien d'ouverture des milieux
voire des mesures herbagères et pastorales pour certaines surfaces. Enfin, dans le dispositif du deuxième pilier, il y a une grande nouveauté qui concerne donc les MAE forfaitaires, qui sont dites transition des pratiques et qui vont concerner des obligations, en tout cas des engagements à la réduction, soit la réduction de phytosanitaires, donc moins 30% d'IFT donc, sur la période, ou une amélioration du bilan carbone de l'exploitation de 15%. Il y avait une troisième thématique possible qui est l'autonomie protéique, mais qui ne devrait pas être retenue en Bretagne, en tout cas à date. Il semble qu'elle ne sera pas retenue pour le moment en Bretagne. Alors, ces MAE transitoires, forfaitaires de transition des pratiques, pardon, vont permettre une rémunération à hauteur de 3 600 euros par exploitation et par an, soit 18 000 euros pour 5 ans. Et donc, ils sont assis sur un diagnostic initial et un diagnostic final pour mesurer effectivement l'atteinte des objectifs qui ont été fixés de moins 30 ou moins 15. Pour ce qui concerne les MAE de type API et protection des races menacées, donc API, apiculture, et protection des races menacées, donc on va retrouver à peu près le dispositif qu'on avait précédemment, mais avec des contrats qui cette fois-ci seront des contrats de 1 an renouvelables. Donc les mesures pluriannuelles donc, sont modifiées hein, de manière à pouvoir rentrer dans un contrat annuel. Enfin, pour ce qui concerne le soutien à l'agriculture biologique, hein, donc les moyens dédiés en Bretagne vont être complétés hein, donc, par rapport à ce qu'on avait précédemment. Le dispositif de conversion à l'agriculture biologique, donc pendant les 5 premières années de conversion, est maintenu. On a même une revalorisation de 50 euros par hectare pour les grandes cultures par rapport aux aides qui étaient appliquées les années précédentes. Et pour ce qui concerne les producteurs qui étaient au-delà des 5 ans, donc qui historiquement pouvaient postuler à une mesure MAB, hein, donc de maintien à l'agriculture biologique, dans le dispositif national, donc la MAB était supprimée, mais le Conseil régional de Bretagne a maintenu la possibilité d'obtenir cette MAB à minima pour 2023. On verra ensuite, mais il a annoncé la poursuite donc, de la MAB possible sur 2023 en Bretagne. Voilà, donc pour le deuxième pilier, je vous propose de regarder également la notion de conditionnalité des aides. Je rappelle que pour, pour obtenir des aides, bien évidemment, il faut faire une déclaration et respecter les règles qu'on vient de voir jusqu'à présent, mais il faut aussi respecter un certain nombre de règlements, des règlements européens et des règles de bonnes conditions agricoles et environnementales. C'est le sigle BCAE auquel vous êtes rompu, je pense, maintenant depuis quelques années. À signaler donc qu'il y a un nouveau domaine de la conditionnalité qui est ouvert à partir de 2023 et qui sera contrôlé, c'est le respect des règles en termes de réglementation sociale, hein, donc on appelle la conditionnalité sociale. Et je vous propose de voir rapidement donc, quelques éléments concernant les BCAE qui évoluent quand même de manière assez importante. La première BCAE, la BCE 1, concerne le maintien du ratio régional des prairies permanentes sur la SAU, donc, que l'on connaissait déjà dans l'ancien dispositif. On a un resserrement hein, de cette BCAE, hein, puisque les seuils de déclenchant le régime d'autorisation est baissé de 2,5 à 2. Et on a toujours le maintien du seuil de 5% de dégradation du ratio, à partir duquel il est interdit de retourner les prairies permanentes. Et donc, effectivement, on va avoir une surveillance accrue sur ce ratio régional de prairies permanentes sur SAU, notamment avec la mise en place d'une nouvelle année de référence qui n'est plus l'année 2018, mais qui n'est plus l'année 2012, pardon, mais qui sera l'année 2018, avec un ratio à 19,74 qu'il va falloir euh, surveiller à partir de 2023. Un
petit focus sur la BCE 4, hein, donc, qui concerne la mise en place des bandes tampons le long des cours d'eau. Alors, on était habitué à cette BCE-là, et je pense que vous avez intégré dans vos assolements partout une bande tampon le long des cours d'eau identifiés. On a une extension qui est imposée par le règlement européen à une bande enherbée, enfin non, une bande tampon, pardon, de 1 mètre de large le long des fossés et des canaux. Et pour ce qui concerne la BCE9, prairies sensibles, ben, effectivement, il faut continuer à maintenir donc, les prairies sensibles, hein, qui sont bien identifiées maintenant dans votre outil de déclaration Télépac, hein. Pour ceux qui sont concernés par les prairies sensibles, elles sont visibles facilement au niveau de votre déclaration. Alors, il faut savoir qu'il y a un zonage Natura 2000 qui est un peu étendu et donc qui va générer quelques prairies sensibles supplémentaires. Ensuite, on a deux BCAE qui sont nouvelles ou en tout cas qui vont s'imposer à vous assez rapidement. La BCAE 7, hein, qui concerne une notion de diversification et de rotation culturelle. Elle dispose d'un critère annuel qui vous demande donc d'avoir sur au moins 35% des cultures de plein champ une rotation d'une année sur l'autre des cultures principales. Donc, il vous faut des cultures différentes d'une année sur l'autre euh, sur au moins 35% des cultures de plein champ. Ou sinon, ben, il faut implanter des cultures secondaires entre le 15 novembre et le 15 février. Et un critère également pluriannuel, hein, qui nécessite d'avoir au moins 2 cultures principales sur l'année donc 2023 pour ce qui nous concerne et les 3 années précédentes. Alors, ça sera donc possible de regarder ce critère-là à partir de 2025, c'est-à-dire qu'à partir de 2025, on va regarder donc les cultures de 2022 à 2025 et il faudra que l'on ait 2 cultures principales différentes sur chacune des parcelles. Voilà. Ou sinon, implantation également de cultures secondaires chaque année pour respecter ces règles. Alors, il faut savoir qu'il y a des dérogations donc, pour les bio, des dérogations pour les exploitations de moins de 10 hectares ou des exploitations spécialisées en herbe, enfin fortement, avec un assolement fortement herbe, et une dérogation également sur le critère annuel uniquement pour 2023, liée à une dérogation liée à la crise russo-ukrainienne. Et enfin, donc la dernière BCAE qui va s'imposer à vous et qui peut avoir des conséquences sur votre exploitation, c'est la nécessité d'avoir soit 4% d'infrastructures agroécologiques sur terre arable, soit disposer de 3% d'infrastructures agroécologiques sur terre arable et 7% de cultures de type infrastructure agroécologique, culture dérobée ou fixatrice d'azote sans phyto, donc sur les terres arables, donc au moins 7%. C'est un critère, enfin, c'est un critère qui ressemble un peu à ce qu'on avait tout à l'heure au niveau des éco-régimes, mais qui est un petit peu moins dur à obtenir. Néanmoins, on a identifié qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui allaient avoir des difficultés à atteindre ces taux-là et qui donc devront regarder de près les pourcentages d'infrastructures agroécologiques qui sont présentes sur votre exploitation, de manière à ce qu'on ne soit pas pénalisé, hein, au niveau de cette BCAE 8, avec des pénalités qui vont aller croissantes si on ne respecte pas chaque année cette règle. Également prévu dans le cadre de cette BCAE 8, donc une extension de la période d'interdiction de taille des haies et des arbres, hein, donc une interdiction entre le 16 mars et le 15 août, avec la mise en place donc sur 2023 d'une dérogation jachère pour ce qui concerne les jachères qui seront reconnues au titre de la BCAE 8, ce qui fait que pour 2023, très vraisemblablement qu'on va pouvoir s'adapter grâce à cette dérogation jachère pour bon nombre d'entre vous. Mais néanmoins, il faut, je pense, assez vite s'en préoccuper de manière à ce qu'on ne soit pas en difficulté sur les années suivantes. En résumé, donc avant de prendre les questions, donc il y a
je pense, une vigilance importante sur l'atteinte des critères éco-régime qu'il faut avoir en tête, hein, de manière à anticiper la voie qui va être retenue sur votre exploitation pour ces éco-régimes. Si vous choisissez la voie des pratiques, hein, ce qui sera certainement la majorité d'entre vous, il est important dès à présent de regarder l'assolement que vous avez déjà mis en place pour les cultures d'hiver et peut-être regarder de près ce à quoi vous allez arriver avec les cultures de printemps et éventuellement avoir quelques mesures correctives si c'est nécessaire. Regardez également les notions de rotation qui sont obligatoires et le respect des quelques BCAE en termes de conditionnalité que je vous ai expliqué précédemment. Voilà, une certaine retenue dans les retournements de prairies pour remettre de l'herbe qu'il faut prendre en compte. Et puis, peut-être anticiper l'introduction de nouvelles cultures ou de changements de système pour ceux qui seraient vraiment impactés et qui voudraient rentrer dans les écorégimes. Voilà, donc il y a l'aspect infrastructure agroécologique hein, qui est important, notamment dans le cadre du respect de la BCA 8. Pour ce qui concerne la déclaration animale, donc, je l'ai déjà un petit peu évoqué, donc la notion de date optimale de déclaration et de niveau d'aide qui va potentiellement évoluer de manière importante sur votre exploitation. Donc, attention avant de se lancer dans la déclaration animale, de bien choisir la date de déclaration. Et puis, ben, pour ceux qui seraient intéressés par les MAE, je pense qu'il y a des opportunités encore à prendre. Même si les critères de cahier des charges se complexifient, il y a quand même des opportunités à saisir en fonction des MAE qui sont proposés sur le territoire. Prendre quelques questions. Par contre, j'ai été rendu. Pour ce qui concerne l'exploitant pour lesquels il y a un questionnement sur l'arboriculture en bio, je pense je pense qu'il faut reprendre la question individuellement parce que il y a un certain nombre de questions qui se posent. Et je vous invite à prendre contact soit avec le conseiller environnement de l'agence qui pourra vous faire un premier niveau de réponse, ou sinon bah, il me passera la question et je pourrai y répondre directement en ayant la connaissance de votre dossier plus précisément. Voilà la démarche que je vous invite à faire parce qu'elle est vraiment très, très spécifique. Alors, on me demande s'il est possible d'obtenir le document de cette présentation. Alors, non seulement il sera possible de mettre, on va mettre en ligne donc cette présentation, mais on a aussi, si tu veux bien passer la diapo suivante. On a mis en place sur le blog Serre France donc, une documentation en fait qui est une documentation on va dire simplifiée à partir des notices qui sont proposées par le ministère de l'Agriculture et qui me paraissaient intéressantes, en tout cas qui sont assez facilement accessibles et qui donnent un premier niveau de réponse aux différentes questions que vous pouvez vous poser. Donc, je vous invite à prendre l'adresse qui est notée ici et qui vous permettrait donc d'accéder donc à cette documentation qu'on pourra compléter au fur et à mesure de l'avancement et de la connaissance des règles qui se précisent encore, hein. On n'a pas encore 100% des règles à date d'aujourd'hui. On verra ce lien par mail avec le replay. Et on vous proposera, alors on précise qu'on vous proposera un replay avec un lien par mail et on vous mettra à nouveau donc ce lien pour accéder au blog, pour pouvoir effectivement visualiser l'intervention ou le support. Alors, pour ce qui concerne les MAE, est-ce qu'elles seront cumulables? Alors, elles seront cumulables, je dirais,
selon les cas. Et c'était déjà la situation qu'on avait par le passé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cumuler un certain nombre d'MAE entre elles, mais on peut cumuler certaines MAE qui portent sur des engagements qui sont différents et sur des surfaces qui sont différentes. Donc, en fonction des MAE que vous choisissez, vous allez pouvoir cumuler certaines MAE et pas d'autres. Si vous avez des MAE de type système, par exemple, ça devient difficile de les cumuler avec d'autres MAE, mais on peut très bien avoir une MAE qui est basée sur une certaine parcelle et des MAE qui concernent d'autres parcelles. Alors, pour ce qui concerne la transparence du nombre d'associés pour les GAEC, d'une manière générale, au niveau des plafonds, on pense au plafond pour les MAE, par exemple, les montants d'aide pour les MAE ou les montants pour les aides animales, on a effectivement une transparence GAEC qui est appliquée en fonction du nombre d'associés. Là où la transparence GAEC reste partielle, c'est sur le complément JA. Alors pour ce qui concerne donc la MAEC forfaitaire réduction carbone, en fait, on a dès à présent donc la possibilité au niveau Cerf-France de vous faire un bilan carbone. Hein, donc on a des conseillers agréés bilan carbone, hein, donc qui vous permettent de faire un bilan de votre exploitation en matière de rejet de gaz à effet de serre carboné. Et donc, on va avoir un bilan initial et un bilan final qui est basé sur ce bilan carbone et qui pourra vous donner l'évolution, la réduction que vous avez réalisée sur la période d'engagement. Hein, donc, pas de souci pour ça. Le dispositif est déjà connu, l'outil est disponible et est à votre disposition auprès de nos conseillers spécialisés bilan carbone. Alors, on a une question assez spécifique également sur des proportions de prairies temporaires et de prairies permanentes. Je pense que on me demande si on peut additionner les prairies temporaires et les prairies permanentes pour atteindre des points éco-régime. Non, elles sont gérées de manière différente dans des catégories différentes. Donc, les prairies temporaires sont considérées comme des comme des terres arables, pardon, et rentrent dans la diversité de l'exploitation. Par contre, les prairies permanentes donnent un complément de points, un bonus, hein, mais elles ne sont pas additionnables pour ce qui concerne les éco-régimes. Néanmoins, si vous avez vu les pourcentages que vous avez, normalement, ils doivent vous amener des points. Voilà, je ne vois pas d'autres questions en tant que telles. Donc, je vous invite donc à consulter donc le blog hein, donc, qui vous est proposé ici. On va donc vous envoyer à nouveau le replay possible si vous avez d'autres questionnements. Puis, de toute façon, nous restons à votre écoute. Hein, donc, tous les conseillers d'entreprise ou les conseillers environnement ont eu un niveau d'information suffisant pour vous donner un premier niveau de réponse à vos questions. Et puis, on a aussi notre réseau hein, qui permet d'aller questionner le ministère sur des questions beaucoup plus spécifiques. Donc, je vous invite à commencer à regarder effectivement où vous vous situez par rapport à l'ensemble de ces règles et puis nous faire part de vos questions si vous en avez. Puis, je vous souhaite donc une bonne continuation pour l'analyse donc de l'ensemble de ce dispositif qui va donc démarrer assez rapidement maintenant et auquel il va falloir s'habituer pour les campagnes PAC à venir, puisque les enjeux financiers sont quand même relativement conséquents par rapport à l'ensemble de ce dispositif. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait effectivement le tour des principales règles de cette nouvelle campagne PAC. Et donc, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée.